Au XVIIIe siècle, donc, on avait vu que, il avait été observé que, en fonction des corps que l'on étudiait, ils avaient une aptitude plus ou moins grande à capter de l'énergie thermique. Et donc, c'est ce qui a amené à définir un nouveau paramètre, une nouvelle grandeur thermodynamique qu'on appelle la capacité thermique et qu'on autrefois on appelait la capacité calorifique. Et donc, par définition, la capacité thermique d'un corps est une grandeur qui mesure l'énergie qu'il faut lui transférer pour augmenter sa température d'un Kelvin. Et inversement, elle permet de quantifier la possibilité qu'a ce corps d'absorber ou de restituer de l'énergie par échange thermique au cours d'une transformation pendant laquelle cette température évidemment varie. Et donc, une relation qui découle de ça, c'est la relation suivante. Donc, on va définir les capacités thermiques d'un corps. Alors, comme je vous le disais hier, on peut avoir deux relations différentes. Tout dépend si on travaille à volume constant ou à pression constante. Imaginez un gaz contenu dans une enceinte, vous ne faites pas varier le volume, mais vous chauffez ce gaz. Ah bien, ce gaz, du coup, ben, sa pression va varier, mais le volume restera constant. Et dans ce cas-là, ce que vous allez mesurer, si vous voulez, est déterminer effectivement l'énergie thermique transférée au cours d'une variation de température à l'intérieur de cette enceinte, c'est la capacité thermique à volume constant. Inversement, si vous prenez une enceinte avec un piston mobile, eh bien, lorsque vous allez faire varier la température, le piston va se détendre, par exemple si vous chauffez votre gaz, et le piston se détendant, ça veut dire que la pression à l'intérieur du gaz ne change pas, mais en revanche, évidemment, le volume va varier. Et dans ce cas-là, ce que l'on va définir, c'est la capacité thermique à volume constant. Je peux éventuellement faire un tout petit schéma rapide. Donc ici, si vous êtes à pression constante, vous prenez une enceinte fermée comme ceci, dedans vous mettez une résistance chauffante, d'accord. Le volume V va rester constant. Vous chauffez, donc la température ici va augmenter. Si la température augmente, comme le volume reste constant, d'après la loi des gaz parfaits, ça veut dire que la pression va également augmenter. Et donc vous pouvez mesurer le CV donc, de cette façon-là. Pour l'autre expérience, il suffit simplement de prendre une enceinte, mais cette fois-ci avec un piston mobile. Toujours la même chose, une résistance chauffante ici. Vous faites donc passer le courant, la résistance chauffe, la température du gaz va augmenter, le gaz va se dilater et comme le piston est mobile, ben, le piston va pousser vers le haut. Mais comme ce piston est mobile, la pression qui règne dans le gaz est égale à la pression qui règne dans le milieu extérieur. Et donc, cette pression va rester constante. Et donc là, cette fois-ci, c'est le volume du coup qui va augmenter. Et donc, de ce fait, vous allez pouvoir déterminer, à partir de ce genre d'expérience, la capacité thermique à pression constante. Alors, comme je vous le disais, c'est un peu compliqué en thermodynamique parce qu'il y a extrêmement un très grand nombre. Alors, oui, juste une petite précision, hein, mais ça, je vous l'avais dit hier, c'est que ces capacités thermiques s'expriment. Hein, U, donc, U, c'est l'énergie interne que l'on a définie ici. H, on en reparlera par la suite, c'est ce qu'on appelle l'enthalpie. Mais ces deux grandeurs, U et H, sont des énergies. Et donc, elles s'expriment en joules. Comme vous divisez par des températures, eh bien, les capacités thermiques que je note. Alors, faites bien attention aux notations. Grand CV et grand CP. Ces capacités thermiques ont pour dimension des joules par Kelvin. Oui, les CP et CV ont des valeurs différentes et on va voir justement par la suite une relation qui montre que le lien qui existe entre CP et CV. Les CP et CV ont des valeurs différentes puisque H et U n'ont pas les mêmes valeurs, mais on va voir juste par la suite une relation qui lie CP et CV. Donc, notez bien, grand CP, grand CV, et ces capacités thermiques s'expriment en joules par Kelvin. Mais on peut définir d'autres capacités thermiques, alors elles sont directement issues de ces deux relations-là, c'est ce qu'on appelle les capacités thermiques molaires et la capacité thermique massique. Alors, ce n'est pas très compliqué, il suffit simplement de diviser grand CP par petit n le nombre de moles, ou grand CV par petit n le nombre de moles, pour simplement avoir ce qu'on appelle les capacités thermiques molaires. C'est juste normalisé par rapport au nombre de moles qu'il y a dans votre gaz. Alors évidemment, avec cette expression, hein, donc là, vous noterez, j'ai marqué petit cp, petit cv. Et donc, ici, c'est ce qu'on appelle les capacités thermiques molaires. J'ai simplement divisé les capacités thermiques grand CP et grand CV par le nombre de moles petit n. Et donc, du coup,
ces capacités thermiques s'expriment désormais en joules, mais comme on divise par un nombre de moles, en joules par mol par Kelvin. Et vous pouvez aussi définir les capacités thermiques massiques, où là, cette fois-ci, au lieu de diviser par le nombre de moles qu'il y a dans votre enceinte, vous divisez par la masse de gaz contenu dans l'enceinte, et donc vous obtenez ainsi les capacités thermiques massiques, donc c'est 1 sur m. Donc vous divisez simplement les grands Cp et grands Cv par petit m, la masse. Et donc, au niveau des unités, forcément, ces capacités thermiques massiques s'expriment en joules par kilogramme par Kelvin. Donc, faites bien attention aux unités, hein. Par exemple, quand vous allez avoir un exercice de thermo, souvent, on va vous donner les valeurs numériques. Examinez bien les grandeurs numériques qu'on vous donne pour les applications numériques futures. Et si on vous donne des valeurs numériques de capacité thermique, vérifiez bien, faites bien attention aux unités qui sont indiquées. Ça vous permet tout de suite de savoir si ce sont des capacités thermiques, si elles sont massiques ou si elles sont molaires. OK ? Donc voilà, c'est pas très compliqué de passer de l'un à l'autre. Si je reprends l'expression maintenant de l'énergie interne de mon gaz parfait, tel que je l'ai défini précédemment, on a vu que l'énergie interne d'un gaz parfait, c'était le nombre de degrés de liberté divisé par 2 fois nRT. Fois nRT, mais encore une fois, on peut aussi l'écrire fois grand NKT. Hein. On sait qu'il y a je peux aussi dire que c'est NdL sur 2 fois grand NKT. Ça, c'est une autre façon de l'exprimer, puisque je sais que petit nr, c'est grand NK. C'est ce que l'on a vu hier. Bref. Donc, pour un gaz parfait, on peut calculer du coup simplement l'expression de ses capacités thermiques. Et donc, pour un gaz parfait où l'énergie interne U est parfaitement définie, hein, un nombre de degrés de liberté divisé par 2 fois nRT, eh bien, comme la capacité thermique CV est égale à dU sur dt, eh bien, et que la capacité thermique molaire petit cv, ici, c'est 1 sur n du sur dt, vous voyez que la capacité thermique molaire à volume constant d'un gaz parfait, c'est tout simplement le nombre de degrés de liberté divisé par 2 fois R, la constante des gaz parfaits. Donc là, encore une fois, j'ai écrit un petit CV, donc capacité thermique molaire d'un gaz parfait, c'est égal tout simplement à ceci. Et du coup, si le gaz parfait est monoatomique, je sais que j'ai 3 degrés de liberté de translation. Par conséquent, la capacité thermique molaire d'un gaz parfait monoatomique va être égale à tout simplement 3 demi de R. Et puis, comme je connais la valeur de la constante des gaz parfaits, 8,31 joules par mol et par Kelvin, eh bien, je peux définir du coup la valeur de la capacité thermique molaire à volume constant d'un gaz parfait monoatomique. Elle vaut forcément 12,5 joules par mol par Kelvin. Pour un gaz parfait diatomique constitué de molécules rigides, cette capacité thermique molaire à volume constant va valoir 5 demi de R. Et pour un gaz constitué de molécules non rigides, ce sera tout simplement 7 demi de R. Donc, vous voyez qu'on peut avoir des valeurs très précises de ces différentes grandeurs thermodynamiques dans le cas où on est en présence d'un gaz parfait, et tout ça grâce au théorème d'équipartition de l'énergie. Ici, j'ai représenté tout simplement la loi de variation de ces capacités thermiques en fonction de la température. Donc 3 demi de R, 5 demi de R, 7 demi de R. Tout ça, alors, en fonction... non, pas du tout. Non, la vapeur d'eau... Alors, la vapeur d'eau, encore une fois, ça dépend de ce qu'on appelle gaz parfait. Donc, ces formules ne marchent que pour un gaz parfait. Or, la vapeur d'eau, si je vais à très très haute température, cette vapeur d'eau pourrait effectivement être assimilée à un gaz parfait. Donc, tout dépend des conditions. Alors, vous avez des gaz qui sont naturellement des gaz parfaits, comme les gaz rares. Les autres gaz, il faut des conditions particulières pour appliquer cette hypothèse du gaz parfait. Ça, je vous l'expliquerai par la suite. Mais la vapeur d'eau au moment de l'ébullition, c'est tout sauf un gaz parfait.
Et c'est ce qu'on verra en fait, même d'ailleurs, quand on fera les changements d'état, c'est qu'un gaz parfait, si un gaz est parfait, il ne peut pas se liquéfier. Donc, du coup, vous imaginez que pour l'eau, ça pose des problèmes. À très haute température, la vapeur d'eau peut effectivement comporter comme un gaz parfait. Et quand vous allez abaisser la température, là, votre gaz parfait devient ce qu'on appelle un gaz réel. Et à plus basse température, là, ce gaz réel peut se condenser et former une phase liquide. Donc, ici, alors évidemment, c'est simplement pour cette échelle de température, c'est simplement pour vous indiquer que vous avez ici, c'est autour de ces températures-là que se débloquent ces degrés de liberté. Parce que finalement, vous remarquerez, vous avez des degrés de liberté de translation, de rotation et de vibration. Or, lorsque je fais varier la température, ces degrés de liberté ne se débloquent pas en même temps. C'est-à-dire que si je suis à très basse température, si vous prenez une molécule constituée, une molécule diatomique non rigide, dont la capacité thermique vaut 5,7 de R, en réalité, lorsque je suis à très basse température, il n'y a que les degrés de liberté translationnelle qui sont présents dans le gaz. Les degrés de liberté, les molécules n'ont pas suffisamment d'énergie pour se mettre à tourner et à vibrer. Donc, c'est ce qui est marqué, c'est ce qu'indique cette courbe-là. C'est-à-dire que lorsque entre 1 et à peu près 40 Kelvin, les seuls degrés de liberté que vous pouvez observer dans un gaz sont des degrés de liberté translationnels. Et c'est au-delà de à peu près 40 Kelvin que vous débloquez les degrés de liberté rotationnels. Et du coup, vous avez une variation de la capacité thermique pour ces systèmes, qui passe de 3,5 à 5,5. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, lorsque vous allez augmenter la température, les degrés de liberté vibrationnels vont se débloquer autour de ces températures-là. Et à ce moment-là, vous avez effectivement vos 7 degrés de liberté qui vous donnent la valeur de 7,5 de R. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand je suis à très basse température, eh bien, même si la molécule est diatomique non rigide, à très basse température, vous n'avez pas tous les degrés de liberté qui sont libérés. Seuls les degrés de liberté translationnels sont présents. Et ça n'est que lorsque la température augmente et donc votre molécule peut capter suffisamment d'énergie que ces degrés de liberté rotationnels vont pouvoir se mettre en route. Et du coup, là, vous passez de la capacité thermique 3,5 de R à 5,5 de R. Et à plus haute température, vous passez à 7,5 de R. Au passage, j'ai mis ici tout en bas. Donc, ça, évidemment, c'est pour mes gaz parfaits. Mais vous avez une loi en thermodynamique qui s'appelle la loi de Dulong-Petit, qui dit que la capacité thermique molaire à volume constant des solides au voisinage de la température ambiante est constante et vaut 3 fois R, la constante des gaz parfaits. Loi qui est effectivement assez bien vérifiée expérimentalement, mais évidemment qui ne marche plus dès qu'on arrive à basse température ou à haute température. Donc voilà, donc, il faut juste avoir en tête que ces degrés de liberté ne se débloquent pas forcément, ne sont forcément pas tous présents en même temps. Il faut être à suffisamment haute température pour avoir ces 3 types de degrés de liberté. À basse température, seuls les translationnels sont présents. Mais évidemment, par la suite et dans les exercices qu'on fera, si je vous donne un gaz parfait diatomique non rigide, on va toujours supposer que tous les degrés de liberté ont été débloqués. Puisqu'on parle toujours des capacités thermiques, il faut savoir qu'il existe une relation qui lie les capacités thermiques CP et CV. On a vu que CP, c'était DH sur DT. On a vu que CV, c'était DU sur DT. Eh bien, évidemment, comme il existe de toute façon une relation entre H et U, entre l'énergie interne et l'enthalpie, alors la relation, je peux vous la donner tout de suite et on la vérifiera par la suite, c'est qu'en fait, H, l'enthalpie, c'est U plus PV. Je vais le marquer. Mais évidemment, on reviendra sur cette... Donc, l'enthalpie, c'est l'énergie interne U plus le produit de la pression par le volume. De ce fait, il y a forcément une relation entre CP et CV, puisque vous avez CP qui est égal à DH sur DT et CV qui est égal à DU sur DT. Eh bien, cette relation, c'est ce qu'on appelle la relation de Mayer. La relation de Mayer est une formule qui relie entre elles les capacités thermiques à pression constante et à volume constant d'un gaz parfait. Pour un gaz, alors cette relation que je vous présente ici n'est vraie que pour un gaz parfait. Je le souligne.
On peut démontrer une relation de Meyer généralisée, mais évidemment, elle a une forme beaucoup plus compliquée. Donc ici, ça ne marche que pour un gaz parfait. Cp moins Cv est égal à n fois petit r, n fois r. Ça, vous noterez au passage que j'ai mis bien, j'ai fait attention à écrire grand Cp, grand Cv, et qui est égal à n, le nombre de moles, fois R. Bon, évidemment, encore une fois, R, c'est des joules par mol par Kelvin. Vous multipliez par un nombre de moles, vous obtenez des joules par Kelvin, qui sont bien les unités grand Cp et grand Cv. Si vous divisez toute cette relation par petit n, eh bien, vous allez obtenir les capacités thermiques molaires que j'ai définies précédemment. Et du coup, j'ai la relation petit Cp moins petit Cv est égal à R. On peut définir également, à partir de ces capacités thermiques, un coefficient qu'on appelle le coefficient gamma. Alors lui, il a aussi une très grande importance, vous le verrez par la suite. Le coefficient gamma, c'est le rapport Cp sur Cv. Et ce coefficient gamma porte un nom. On l'appelle soit coefficient adiabatique, soit exposant adiabatique, ou encore le coefficient de Laplace. Et donc, vous constatez que l'intérêt de ce coefficient, ce gamma, c'est que pour un gaz parfait, si vous prenez un gaz parfait monoatomique, on l'a vu, Cv vaut 5 demi, Cv vaut 3 demi de R, et grâce à la relation de Meyer, donc je reprends, je vais écrire, reprenez le transparent qui est ici, non celui-là, on a cette relation-ci. D'accord? Donc, on sait que Cp, donc Cv, si le gaz parfait est monoatomique, Cv va être égal à 3 demi de Nr. Donc ça, c'est pour un monoatomique. Et l'intérêt de la relation de Meyer, c'est que Cp, effectivement, vaut dH sur dt, mais pour un gaz parfait monoatomique, Cp est égal à Cv plus Nr. Et du coup, Cp, c'est 3 demi de Nr plus Nr, c'est-à-dire 5 demi de Nr. Par conséquent, vous remarquez que si je fais le rapport Cp sur Cv, j'obtiens quelque chose qui est tout simplement une constante. D'où l'intérêt de ce coefficient. Et donc, grâce à l'expression de la capacité thermique à volume molaire, à volume constant, grâce à l'expression de la capacité thermique à volume constant d'un gaz parfait monoatomique, cette expression-ci, ou le grand Cv si vous préférez. Et grâce à cette relation de Meyer, eh bien, vous pouvez en déduire l'expression de Cp, puisque Cp, c'est tout simplement Cv plus Nr pour un gaz parfait. Et du coup, si vous faites le rapport Cp sur Cv, vous obtenez une grandeur qui est constante. Pour un gaz parfait monoatomique, on a le coefficient gamma qui est toujours égal à 5 tiers. Pour un gaz parfait constitué de molécules diatomiques rigides, ce coefficient gamma sera toujours égal à 7 cinquièmes. Et pour un gaz parfait constitué de molécules diatomiques non rigides, ce coefficient gamma sera toujours égal à 9 cinquièmes. Ce coefficient gamma intervient dans une relation qu'on démontrera par la suite, qu'on appelle la loi de Laplace. En fait, on peut mesurer expérimentalement ce coefficient gamma. Et l'expérience qui permet de faire ce type de mesure, c'est l'expérience dite de Clément et de Zorn. Elle est représentée sur la diapositive qui est ici. Vous remarquerez que ce n'est pas une expérience d'une très grande complexité. Vous avez une enceinte ici, et puis une poire qui permet d'injecter de l'air, en l'occurrence ici, mais ça pourrait être n'importe quel autre type de gaz, à l'intérieur de l'enceinte. Et une fois que cet air est introduit dans l'enceinte, on va ouvrir ici très brutalement et refermer tout aussi vite le clapet qui est là. Et on va réaliser ce qu'on appelle, et ce qu'on verra par la suite, on appelle ça une détente. Le gaz va se détendre dans l'atmosphère. On effectue ce qu'on appelle une détente adiabatique. Et ensuite, on va mesurer, là vous avez un petit manomètre à liquide qui vous permet de mesurer la pression à l'intérieur de l'enceinte. Et donc, au cours de cette expérience,
on va pouvoir déterminer la variation de pression alors, quand vous avez introduit l'air dans la bonbonne et quand vous avez effectué la détente très brutale. Et à partir de cette variation de pression dans l'enceinte, on peut, ça pourrait faire l'objet d'un petit exercice, mais on peut très simplement déterminer la valeur du coefficient gamma ici. Et connaissant du coup la valeur du coefficient gamma, on peut dire si le gaz contenu dans cette enceinte est un gaz monoatomique ou diatomique. Donc voilà, au cours de cette expérience, on a réalisé, donc là je reviendrai sur toutes ces définitions un peu compliquées par la suite tout à l'heure, on a réalisé ce qu'on appelle une transformation adiabatique quasi-statique. Alors, une transformation adiabatique veut simplement dire qu'il n'y a pas eu d'échange thermique entre le gaz qui est contenu dans la bonbonne et le milieu extérieur. Et lors de ces transformations très particulières, qui sont importantes en thermodynamique, eh bien, on démontrera une loi qu'on appelle la loi de Laplace, qui me dit que lorsque j'ai une transformation de ce type-là, une transformation adiabatique quasi-statique, eh bien, j'ai le produit de P fois donc la pression fois le volume à la puissance gamma qui est constant. Si vous reprenez la loi des gaz parfaits, vous avez PV égale nRT. Si vous faites une transformation, mais ça c'est ce que je vous l'avais mis ici, hop, voilà. Si vous faites une PV égale nRT, vous pouvez très bien faire des transformations isothermes, donc à température constante, et vous avez du coup le produit PV qui est constant. Vous pouvez faire des transformations isobar à pression constante, et du coup c'est le volume V sur T qui est constant. Vous pouvez également faire des transformations isocore, c'est-à-dire à volume constant, et là c'est le produit P sur T qui est constant. Eh bien, on a une relation supplémentaire pour les gaz parfaits, qui est que si la transformation est adiabatique, quasi statique, cette fois-ci, c'est le produit de P fois V à la puissance gamma qui est constant, et ça constitue la loi de Laplace, que l'on redémontrera par la suite. Donc ici, dans cette expérience, on a effectué une compression et une détente de ce gaz. Compression, puisque j'ai injecté de l'air à un moment, et détente, parce que j'ai ouvert le clapet ici très brièvement, une compression et une détente adiabatique. Eh bien, cette expérience, donc expérience de Clément Desormes, qui permet de mesurer le coefficient gamma, il y en a d'autres du même type. Le but, c'est de réaliser, pas forcément avec une bonbonne et une poire, ce type de compression et détente. On peut le faire simplement à partir de la vitesse de la mesure de la vitesse du son. Parce que le son qui se propage dans l'air, quand je vous parle, en fait, si le son vous parvient à l'oreille, c'est parce que l'air, attendez, isotherme, température constante, isocore avec un H, volume constant. Et isobar, pression constante. Mais je vous redonnerai ces définitions après. Donc, quand l'air se propage, quand un son se propage, pardon, eh bien, en fait, l'air va subir une succession de compression et de détente adiabatique. D'accord ? Si on devait regarder en fait une tranche d'air lorsque je parle, eh bien, on aurait des tranches avec de l'air plus dense, de l'air moins dense, de l'air plus dense, de l'air moins dense. En gros, vous avez une onde. D'accord ? Ça, c'est votre onde qui se propage. Mais cet air subit des compressions et des détentes adiabatiques, et du coup, on se place effectivement dans les conditions d'utilisation de ce dispositif Clément Desormes. Et donc, à partir de la mesure de la vitesse de son, on peut mesurer ce coefficient gamma. Donc, on peut envoyer du son dans n'importe quel gaz, et du coup, à partir de l'expérience, mesurer, savoir si ce gaz est constitué de molécules diatomiques ou si il est constitué de particules monoatomiques. Vous avez une autre expérience qui permet de réaliser cela, c'est ce qu'on appelle l'oscillateur de Flammersfeld. C'est toujours le même principe. Alors là, au lieu de faire des compressions et détentes, des séries de compressions et détentes en utilisant une onde acoustique, on va simplement prendre un tube ici, avec de l'air, et on va faire tomber un cylindre dedans. Le cylindre va tomber, va comprimer l'air qui est dedans. Après la phase de compression, l'air va se détendre et va reprojeter le cylindre vers le haut. Ce cylindre va monter, puis à un moment, il va redescendre, remonter, redescendre. Et du coup, l'air qui est contenu ici va subir une série de compressions et de détentes adiabatiques, ce qui est la condition d'application de l'expérience de Clément Desormes.
C'est un beau petit exercice aussi de mécanique et d'oscillation, cet oscillateur de Flammersfeld. Donc voilà, vous noterez au passage qu'en jaune sur mes transparents, je mets les formules importantes. Et donc, les formules si vous devez, par exemple, si vous deviez vous faire un petit formulaire avec les relations thermodynamiques qu'on va voir, eh bien, il suffirait que vous repreniez toutes les relations qui sont ici écrites en jaune. On va systématiquement les réutiliser par la suite. Et bon, en cours, mais aussi vous allez beaucoup les utiliser en TD. Donc voilà, pour ce qui est de ce coefficient gamma. Alors, après donc avoir parlé de tout ça, on va revenir un petit peu sur la théorie cinétique des gaz, bien que tous ces résultats soient en fait directement issus de cette théorie, et on va définir quelques autres grandeurs associées à cette théorie. Évidemment, ces grandeurs macroscopiques les plus importantes sont quand même la pression et la température, mais à partir de la théorie, on peut aller un petit peu plus loin, avoir plus d'informations sur notamment la nature du mouvement des molécules d'un gaz parfait à l'intérieur d'une enceinte. Et c'est en essayant de décrire ce mouvement que l'on va définir ces deux grandeurs supplémentaires qu'on appelle le libre parcours moyen et le temps moyen de collision. Si je devais, par la pensée, tracer la trajectoire d'une molécule de gaz dans mon enceinte, en gros, j'obtiendrai le schéma qui est ici. Évidemment, c'est une vue de l'esprit. C'est-à-dire que votre molécule, ce qui va lui arriver, c'est qu'elle va subir un très grand nombre de chocs de la part des autres molécules du gaz. Donc ici, voilà, c'est ce que j'ai représenté, la trajectoire hypothétique d'une molécule de gaz. Et tous ces changements de direction, de trajectoire, proviennent des chocs que cette molécule subit de la part des autres molécules qui sont contenues dans l'enceinte. Et donc, elle va effectivement, ça paraît logique, subir un très, très grand nombre de chocs par seconde parce que les molécules de ce gaz se déplacent à de très grandes vitesses. Pour prendre en compte les chocs ici, il faut, et pour les décrire, il faut nécessairement supposer que les molécules ont une certaine taille. Or, jusqu'à présent, et c'est la première hypothèse fondamentale des gaz parfaits, c'est que dans un gaz parfait, on suppose que les molécules sont des points matériels. Autrement dit, ils n'ont pas d'extension spatiale. Ça, c'est la première hypothèse fondamentale du gaz parfait. Mais j'y reviendrai encore une fois par la suite. Mais je tiens à le préciser ici. Un gaz parfait, les molécules, les atomes qui le constituent, on suppose, c'est l'hypothèse de ce modèle, parce que le gaz parfait est un modèle. Un gaz parfait dans l'absolu, ça n'existe pas, c'est ce que je vous disais hier, c'est comme un point matériel en mécanique du point, ça n'existe pas. On regarde un point matériel qui n'a pas de taille, qui n'a pas d'extension spatiale, et on le regarde se déplacer. Donc la physique est faite de modèles, mais qui, effectivement, marchent très très bien pour décrire des objets plus complexes. Donc ici, on suppose que dans un gaz parfait, les atomes ou les molécules n'ont pas d'extension spatiale, ce sont des points matériels. Mais si je veux pouvoir décrire ce genre de trajectoire, évidemment, là, ça ne marche plus. Donc, on va supposer que malgré tout, ils ont une taille qui est très, très petite. Et donc, c'est ce que j'ai représenté ici. Et donc, pour définir, alors, ce que je vais chercher à définir, c'est le libre parcours moyen. En gros, c'est quoi le libre parcours moyen? C'est la distance moyenne qu'une molécule peut parcourir avant qu'elle ne subisse un choc. Alors évidemment, c'est toujours le même problème avec ces systèmes complexes. Il va de soi que si je regarde un peu la trajectoire ici, de temps en temps, elle va avoir des trajectoires plus longues, de temps en temps, des trajectoires beaucoup plus courtes. D'accord? Mais évidemment, on pourrait, souvenons-nous, on a tracé la loi de distribution des vitesses de Maxwell-Boltzmann qui disait que vous aviez des vitesses. Si je regardais une image instantanée de mon gaz, eh bien, je pourrais voir des molécules qui ont des vitesses très lentes, d'autres très rapides, mais beaucoup ont des vitesses qui sont proches d'une valeur moyenne. Eh bien, c'est la même chose pour le libre parcours moyen. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez la trajectoire d'une molécule, eh bien, de temps en temps, elle va subir des chocs quasiment très, très proches. Autrement dit, elle se sera déplacée d'une très petite distance avant de subir un nouveau choc. Et de temps en temps, elle va pouvoir faire des trajectoires plus longues. D'accord ?
Donc l'idée, c'est évidemment de ne pas décrire la loi de distribution des distances parcourues par une molécule de gaz au cours du temps. L'idée, c'est de dire que, ben, en fait, on va définir une valeur moyenne de toutes ces longueurs, de toutes ces longueurs, de tous ces trajets de cette molécule. Et c'est ce qu'on appelle le libre parcours moyen. Hein, c'est en moyenne, la distance qu'une molécule peut parcourir avant qu'elle ne change de direction due à un choc qu'elle aura subi de la part des autres molécules. Donc, pour déterminer ce libre parcours moyen, ben, je reprends le schéma qui est ici. Je considère une molécule, c'est celle-ci, qui se déplace donc de la gauche vers la droite, et elle va se déplacer avec une vitesse que je prends comme étant la vitesse moyenne dans le gaz. Donc, je ne travaille qu'avec des grandeurs moyennes. Imaginez, on a ici un système qui a, donc dans un gaz, on a à peu près 10 puissance 23 molécules, c'est le nombre d'Avogadro, d'accord? Donc, on ne peut pas, 10 puissance 23, c'est un nombre beaucoup trop important, beaucoup trop grand pour pouvoir essayer de regarder individuellement ce qui se passe. Donc, toujours des valeurs moyennes. Donc, je prends ici une molécule qui se déplace de la gauche vers la droite avec une vitesse qui est sa vitesse moyenne, V moyen. Et cette molécule, je vais regarder, elle va subir un certain nombre de chocs lorsqu'elle va se déplacer sur cette distance-ci pendant le temps delta t. Donc, pendant un temps delta t, puisqu'elle se déplace avec la vitesse v, elle va parcourir une distance qui sera valeur moyenne de v fois delta t. Une particule qui se déplace à la vitesse v pendant un temps delta t parcourt une distance qui sera v fois delta t. Et donc, pendant la durée de ce trajet, elle va se heurter à n'importe quelle autre molécule qui va se trouver à l'intérieur de ce cylindre. Je suppose que le diamètre de toutes ces molécules, puisqu'elles sont toutes identiques, ce diamètre est égal à 2 fois petit r. Et donc, vous voyez que le diamètre, ce 2 fois petit r, ça correspond au rayon de ce cylindre. À partir du moment où une molécule ici est dans ce cylindre de rayon 2R, eh bien, la molécule qui entre dans ce cylindre va la heurter. Donc, c'est ce qui est indiqué ici. Une molécule se déplace de la gauche vers la droite et va se heurter à n'importe quelle autre molécule se trouvant à l'intérieur de ce cylindre de rayon 2R. R étant le rayon de la molécule. Je calcule le volume de ce cylindre. Le volume de ce cylindre, c'est la base, la surface de la base, c'est-à-dire pi fois 2R au carré, multiplié par la hauteur du cylindre, qui est V fois delta T. Donc là, c'est le volume. Ici, ça représente le volume de ce cylindre. Dans ce gaz, vous avez un certain nombre de molécules, et ce nombre de molécules peut être déterminé à partir de la densité. Vous avez une certaine densité de molécules à l'intérieur de ce gaz. Par définition, la densité N indice V, c'est le nombre de... alors là, il y a 2 fois V, c'est pas... oui, donc le nombre de molécules dans le cylindre de volume V vaut N fois V. Si N est la densité, le nombre de molécules qu'il y a dans ce cylindre de volume V, c'est égal à la densité fois le volume. Donc N fois V. Et du coup, N fois V, si ça représente le nombre de molécules qu'il y a dans mon cylindre, eh bien, ça va correspondre aussi au nombre de chocs que cette molécule-ci va subir lorsqu'elle va parcourir cette distance V fois delta T. Donc, ce nombre de molécules ici correspond aussi au nombre de collisions qui vont se produire pendant ce temps delta T. Et du coup, vous remplacez V par son expression, voilà le nombre de collisions que subit cette molécule pendant un temps delta T. Voilà. Alors évidemment, comme on a un très très grand nombre de molécules ici, on va supposer tout simplement, pour simplifier, mais ça fait quoi quand il y a 2 molécules qui s'entrechoquent? Elles changent de trajectoire, forcément. 2 molécules c'est ce qui provoque le changement de trajectoire de cette molécule-là. Mais pour le calcul, on va supposer qu'elle conserve malgré tout cette trajectoire. L'idée, c'est de savoir combien de chocs elle est susceptible d'avoir lorsqu'elle se déplace
dans ce cylindre ici. Non, encore une fois, on suppose que la vitesse des molécules, elle reste la même et c'est la vitesse moyenne. C'est toujours le même problème. Alors évidemment, si je fais de la mécanique du point, il va de soi que là, effectivement, j'aurai une variation d'énergie cinétique de cette particule. Mais encore une fois, l'idée, c'est de dire que toutes les molécules du gaz conservent la même vitesse qui est la vitesse moyenne, parce que j'ai un système constitué d'un très, très grand nombre de molécules. Donc, je ne regarde pas les détails des vitesses, savoir si elle va plus vite ou si elle va moins vite qu'une autre, si elle a été ralentie ou si elle a été accélérée par un choc. Je suppose qu'elle conserve toujours toute la même vitesse, qui est tout simplement la vitesse moyenne. L'agitation thermique fait que tout ça, c'est un mouvement qui est incessant. Ce mouvement de choc ne s'arrête jamais. C'est parce que, encore une fois, votre système est plongé dans un bain thermique et donc il est maintenu à une certaine température T. Et étant maintenu à la température T, ça maintient l'énergie cinétique de vos molécules, puisqu'on l'a vu précédemment, ça va valoir 3,5 de kT pour un gaz parfait monoatomique. À partir du moment où vous maintenez la température, vous maintenez la même énergie moyenne de chaque molécule. Alors, si vous baissez la température, vous allez simplement baisser l'agitation thermique et vous allez simplement baisser l'énergie de chaque particule. Vous aurez moins de choc, mais c'est ce qu'on va déterminer. On va montrer d'ailleurs, effectivement, c'est quelque chose qui peut dépendre de la température. Si vous abaissez la température, voilà, vous diminuez la pression, mais vous diminuez aussi le nombre de chocs, vous diminuez les vitesses moyennes. Cette vitesse moyenne n'est plus la même, elle dépend de la température. Donc, si vous abaissez la température, elle se déplace moins vite, etc., etc. Et à la limite, à la température de 0 Kelvin, en fait, elle ne bouge plus du tout. Mais c'est encore une fois une température qui est hypothétique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne peut pas être atteint expérimentalement. On peut ralentir des molécules dans un gaz en utilisant un laser. C'est ce qu'on appelle, faire des condensats de Bose-Einstein. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais c'est expérimentalement, il y a des laboratoires de recherche, c'est ce qu'on appelle les atomes froids. On s'amuse à ralentir par laser des mouvements de molécules dans un gaz qui est effectivement très, très, très peu dense. Et on peut effectivement faire ce qu'on appelle ça des atomes froids, c'est-à-dire des atomes où on aura ralenti de façon très, très grande le mouvement de ces molécules. Bien, bon, enfin, ça c'est une petite parenthèse, je reviens à ma petite démonstration. Donc voilà, ce terme-là représente le nombre de collisions qui se produit pendant le temps delta t. Et donc, à partir de là, on va pouvoir calculer la distance moyenne entre deux collisions. Cette distance moyenne entre deux collisions, c'est-à-dire le libre parcours moyen, qui est ce que je note LM. Le libre parcours moyen, c'est la distance moyenne entre deux chocs, entre deux collisions. Donc, on va pouvoir définir la distance moyenne LM entre deux collisions. Cette distance est égale à la distance parcourue par la molécule, celle-ci, divisée par le nombre de molécules qu'elle va rencontrer dans le cylindre. Donc là, dans mon dessin, elle en rencontre 3, elle parcourt cette distance. Ce serait cette distance-là divisée par les 3. Donc, on reprend nos relations. Lm est donc égal à quoi? La distance parcourue par la molécule, c'est-à-dire la longueur de ce cylindre, c'est-à-dire V delta T, divisé par le nombre de molécules qu'il y a dans le cylindre, c'est le terme que j'ai défini ici. Donc, c'est égal à tout ça. Un certain nombre de choses vont se simplifier. Vous remarquerez à la fin que on trouve 1 sur 4 pi R2 fois NV, donc ça ne va dépendre que du rayon ici de la particule et de la densité de particules. Voilà ce qu'est le libre parcours moyen. On introduit une grandeur notée sigma qu'on appelle section efficace. En fait, si vous avez une sphère et que vous la regardez de face, c'est la surface de la sphère que vous voyez. Et donc, cette surface, c'est pi fois son rayon carré, pi R2. Si votre sphère est des rayons 2R, vous avez pi fois 2R au carré. Donc, c'est sigma s'appelle section efficace. Et du coup,
Le libre parcours moyen, en général, on le trouve sous cette forme-là. C'est 1 sur sigma fois NV. Donc, on a défini la notion de libre parcours moyen. Maintenant, on va pouvoir définir la notion de temps moyen. Ici, temps moyen. Et comme précédemment, encore une fois, on ne travaille qu'avec des grandeurs moyennes. On a 10 puissance 23 molécules dans l'enceinte. On ne peut définir que des grandeurs moyennes, mais c'est aussi ce par quoi j'avais commencé tout le cours, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la limite thermodynamique. C'est là où, vous voyez, toutes ces grandeurs, toute la thermodynamique n'a de sens que si vous avez un très grand nombre de particules. Sinon, il faudrait effectivement, si vous n'en avez que quelques-unes, il faudrait regarder individuellement le comportement de chaque. Mais avec un très très grand nombre de particules, donc la limite thermodynamique, lorsqu'elle est atteinte, elle permet d'appliquer toutes ces règles où je peux considérer que ce comportement de 10 puissance 23 molécules individuelles peut être assimilé à un comportement collectif de particules qui ont les mêmes caractéristiques, les mêmes vitesses, les mêmes libres parcours moyens, etc. Donc ici, ce que l'on a vu, c'est qu'une molécule parcourt une distance Lm avant de subir un choc. Et je sais également que cette molécule se déplace avec une vitesse que j'assimile à sa vitesse moyenne. Autrement dit, je peux très rapidement définir le temps moyen entre deux chocs. Ce temps, ce sera la distance parcourue entre deux chocs divisée par la vitesse avec laquelle la particule se déplace. Et donc, ce sera Lm sur la valeur moyenne de V, c'est-à-dire ceci. Dans cette relation, donc taux, c'est ce qu'on appelle je ne comprends pas la question. Attendez, je la relis. Au dénominateur. De quelle relation aussi? Le nombre de collisions. Lm. Dans cette relation-là, 1 sur sigma, et ça, c'est la densité. Si vous reprenez les expressions qui sont ici, après avoir simplifié, vous obtenez ceci. 4 pi R2, 2 pi R carré, 4 pi R2 représentant sigma, donc Lm est égal à 1 sur sigma à la section efficace, et NV, ça représente la densité de particules qu'il y a dans votre enceinte. Ça paraît logique. Plus vous augmentez votre densité, plus le libre parcours moyen sera petit. Puisque comme ce sera très dense, les molécules vont assez rapidement se choquer entre elles, plus rapidement se choquer entre elles. Donc c'est normal que Lm soit inversement proportionnel à la densité de particules finalement. Le nombre de... Donc, taux, ce temps s'appelle le temps libre moyen, c'est le temps moyen entre collisions. Et une fois qu'on a défini ce temps, on peut définir un nombre de collisions par seconde, c'est-à-dire une fréquence de collision. Nu, c'est simplement un surtaux. Et donc, je sais que je vais pouvoir, dans mon gaz, il y aura autant de collisions par seconde. Alors, si j'ai fait tous ces calculs, c'est parce qu'effectivement, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir des ordres de grandeur. Ça permet de mieux appréhender ce qui se passe à l'intérieur d'un gaz. Et donc, pour ça, j'ai repris ici quelques ordres de grandeur. Donc, puisque ce sont des ordres de grandeur, je n'ai pas besoin de valeurs précises. Donc, le rayon d'une molécule, par définition, il est de quelques angstroms. Je ne sais pas si vous connaissez l'unité angstrom, dans le monde optique, vous l'avez vu. Un angstrom, c'est 10 puissance moins 10 mètres. Donc, quelques angstroms. Oh. Mon partage d'écran bug. Je ne sais pas. Moi, ça fonctionne bien. Que la diapo. On est toujours sur l'ancienne diapo. C'est bizarre, ça. Et là, c'est bon? Ah, mince. Alors ça, c'est bien la première fois que ça m'arrive, ce truc. Moi, donc du coup, je suis passé à la diapo suivante, mais... Et là, ça a changé?
Non, toujours pas. Bah, c'est très, très curieux. Là, je m'amuse à balayer mes diapos. Ouais, je vais arrêter le partage et recommencer alors. Alors, attendez. Toujours pas? Non? Là, on est encore sur la diapo avec le cylindre et les différentes particules. Ok. Alors, maintenant, il faut que je réussisse à faire ça. Alors, Là, le partage s'est arrêté pour nous. oui, ça, c'est. Mais je viens de l'arrêter. Alors, je repartage l'écran. Fume. Attendez. Cinétique des gaz. Ok. Ouais. Alors, partage. Ok. Ça revient? Oui, là, on est sur la première diapo. Et là, je balaye. Oui, là, on voit totalement. Ok. Alors, j'étais resté ici, cylindre. Ok, voilà. C'est bon? Oui, c'est nickel. D'accord. Donc, voilà. Ah, bah ouais, du coup, alors. On redit un petit peu, je redis un petit peu ce que je vous avais dit. Alors, donc la section efficace, sigma par définition, c'est ce qu'on appelle une section efficace. C'est, comme je vous l'ai expliqué, hein, vous regardez une sphère de face, et puis, enfin de face ou n'importe où, puis comme c'est sphérique, ça ne changera rien. Et ce que vous voyez, vous, c'est la surface de cette sphère, c'est-à-dire, cette surface, ce sera pi fois 2r au carré. Donc, c'est ce qu'on appelle la section efficace. Et donc, du coup, le libre parcours moyen peut s'exprimer à partir de la relation précédente en faisant intervenir cette section efficace. Donc, c'est 1 sur sigma fois NV. N, la densité. Et ce que je vous disais, effectivement, c'est que plus la densité d'un gaz va augmenter, plus les chocs seront fréquents et plus la distance entre chocs sera petite. Donc, on a bien quelque chose qui est inversement proportionnel à la densité du gaz. Une molécule donc parcourt une distance Lm avant de subir un choc, elle se déplace avec la vitesse v, et de ce fait, on peut définir le temps moyen entre deux chocs, qui est le rapport de la distance moyenne parcourue divisé par la vitesse avec laquelle la particule se déplace. Donc, ça va faire Lm sur la vitesse moyenne v, et donc, d'après l'expression de Lm précédente, ça me donne ceci, 1 sur sigma v fois n. Et donc, tau est appelé temps libre moyen. Et ensuite, on peut déterminer une fréquence de collision, un nombre de collisions par seconde. Nu, c'est l'inverse de t. C'est des secondes moins 1. Donc, cette fréquence de collision nu, c'est 1 sur tau. Et donc, évidemment, si je reprends la relation précédente, ce sera sigma fois v fois n. À partir de là, donc, ce qui est surtout intéressant, c'est de voir une petite application numérique, quelques ordres de grandeur. Donc, pour une molécule, donc une molécule a une taille de l'ordre de quelques angstroms. Donc, ici, j'ai pris 100 angstroms pour une molécule. Donc, c'est-à-dire à peu près, non, j'ai pris 1 angstrom, c'est-à-dire à peu près 10 puissance moins 8 cm. 1 angstrom, je rappelle, centimètre. Donc, pour un ordre de grandeur, je n'ai pas besoin de valeur précise. Donc, R, je prends 10 moins 8 cm. Une mole de gaz parfait, je sais qu'elle occupe un volume de 22,4 litres. C'est peut-être quelque chose que vous avez vu par le passé. Donc ça, je ne l'ai pas signalé précédemment, mais c'est aussi une propriété des gaz parfaits. C'est que, quel que soit le gaz parfait, une mole de gaz parfait occupe un volume de 22,4 litres à la pression atmosphérique et à la température de 0 degré Celsius. Ce volume, c'est ce qu'on appelle aussi le volume molaire. Donc, j'ai le volume. Le nombre d'Avogadro, au passage, je le rappelle, c'est le nombre de molécules qu'il y a dans une mole.
et on a 6,022 10 puissance 23 molécules dans une mole. Donc l'unité, ce sont des moles moins 1. Donc à partir de ces valeurs qui sont à peu près correctes, proches de la réalité, eh bien, on va pouvoir déterminer, en gros, avoir une idée de ces grandeurs que j'ai définies précédemment. Et donc, on voit que dans ce cas-là, le libre parcours moyen, il est de l'ordre de 4 10 puissance moins 5 cm. Donc, vous voyez que ça fait des distances qui sont vraiment très petites. Au passage, vous remarquerez que ce libre parcours moyen reste malgré tout très grand devant la taille de la molécule. Et puis, le nombre de collisions qu'on peut avoir par seconde est de l'ordre de 10 puissance 9. Donc vous avez 10 puissance 9 collisions par seconde. Ah oui, nu, c'est 10 puissance moins 9, mais ça veut dire qu'on a 10 puissance 9 collisions par seconde. Il faudrait que je le change, c'est pas... ouais, je le changerai pour la prochaine fois, surtout pour l'année prochaine. Donc voilà ce que pour ce qui est de la théorie cinétique des gaz. Je terminerai, en tout cas pour cette partie-là du cours, sur un dernier transparent. Je vous ai toujours parlé de gaz parfait. Je vous ai toujours dit que j'allais vous expliquer ce qu'était vraiment un gaz parfait. Donc, il est temps d'y venir. Et donc, pour cette dernière diapositive, eh bien, vous voyez un petit peu la différence entre gaz parfait et gaz réel. Et donc, j'ai rajouté ici l'équation d'état. Alors, quand je dis que PV est égal à nRT, cette équation, on l'appelle une équation d'état, parce que c'est une équation qui doit pouvoir permettre de déterminer l'état thermodynamique de mon système. Donc PV égale nRT est l'équation d'état des gaz parfaits. L'hypothèse des gaz parfaits par rapport à un gaz qui ne le serait pas, donc qu'on qualifiera plutôt de gaz réel, c'est la suivante. Il y a deux hypothèses fondamentales pour définir un gaz parfait. La première de ces hypothèses, c'est que, ça je vous l'ai déjà spécifié précédemment, c'est que les particules qui constituent ce gaz sont supposées être ponctuelles. Elles n'ont pas d'extension spatiale, elles n'ont pas de taille, elles n'ont pas de volume. Ce sont des points matériels. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième hypothèse, c'est que ces molécules sont très distantes les unes des autres. C'est-à-dire qu'en fait, ce gaz est très dilué. Donc, deux hypothèses fondamentales pour un gaz parfait. Les particules sont ponctuelles, il n'y a pas d'extension spatiale, et en plus, le gaz est très dilué. C'est-à-dire que les distances moyennes entre ces particules sont suffisamment grandes pour négliger les interactions entre ces particules. Les molécules d'un gaz parfait n'interagissent pas entre elles. Donc, elles sont ponctuelles, et le gaz étant très dilué, ces molécules n'interagissent pas entre elles. Et moyennant ces deux hypothèses, effectivement, on peut écrire que l'équation d'état de ces gaz parfaits, qui est PV, est égale à nRT. Cette équation d'état des gaz parfaits marche très bien, effectivement, quand on veut étudier un gaz dans une enceinte. Et puis, et ça, ce qu'on va faire comme dans pas mal d'exercices, c'est-à-dire je comprime, je dilate, je chauffe. Vous voyez, on va s'amuser à faire subir à ce gaz un certain nombre de traitements. Néanmoins, si je veux décrire la transformation de phase, et ça c'est ce qu'on verra par la suite, plutôt vers la fin, les transitions de phase entre l'état gazeux et l'état liquide, eh bien, cette hypothèse du gaz parfait n'est plus valable. C'est-à-dire qu'en réalité, cette hypothèse marche aussi lorsque je suis à haute température. Et étant à haute température, effectivement, mon gaz est fortement dilué. Par rapport au gaz parfait, le gaz réel, on peut le visualiser de la façon suivante. Désormais, les molécules ont une extension spatiale. Elles ont une taille. Et d'autre part, ces molécules interagissent entre elles. Par conséquent, vous voyez dans le petit carré que j'ai zoomé ici, la molécule qui est au centre interagit avec ses quatre premières voisines. Bon, normalement, les interactions sont à portée infinie, mais évidemment, ce sera avec les quatre premiers voisins que ce sera le plus significatif.
Et donc, c'est le physicien danois Johannes Diderik van der Waals qui, au début du XXe siècle, a donné une expression d'une équation d'état pour des gaz qui ne seraient pas parfaits. C'est donc l'équation, ce qu'on appelle l'équation de Van der Waals. Ça lui a valu le prix Nobel de physique en son temps. Dans l'équation, et cette équation de Van der Waals, vous allez l'utiliser aussi cette année. On ne va pas faire que des gaz réels, des gaz parfaits, sinon on ne ferait pas grand-chose, mais ce ne serait pas très amusant. On va aussi s'intéresser aux gaz réels. Dans l'équation de Van der Waals, en fait, l'équation de Van der Waals est une extension de l'équation des gaz parfaits, prenant en compte ces deux phénomènes qui sont négligés dans le gaz parfait, à savoir le fait que ces particules ont une certaine taille. Autrement dit, si ces particules ont une certaine taille, on va noter petit b, la grandeur associée à la taille de ces particules. C'est un volume, petit b, et on l'appelle le covolume. Eh bien, du coup, les particules qui sont dans cette enceinte n'ont plus la possibilité d'explorer tout le volume de l'enceinte parce qu'une partie du volume est occupée par les autres molécules. Autrement dit, le volume grand V qui est présent dans l'équation des gaz parfaits, qui est le volume accessible à toutes les molécules, c'est le volume libre finalement dans l'enceinte, eh bien ce volume libre, il est diminué par le volume de toutes les molécules qui sont présentes dans l'enceinte. Et donc, au lieu de mettre V, le volume, on va mettre V moins N fois petit b. Petit b s'appelant le covolume, et le terme N petit b, N étant le nombre de moles, N petit b, finalement, représente le volume occupé par toutes les molécules de gaz qui sont présentes dans l'enceinte. Et ça, c'est la première modification de l'équation des gaz parfaits qui mène à l'équation des gaz réels de Van der Waals. On remplace le volume V par un terme en V moins NB. La deuxième modification, un peu plus compliquée, tient compte du fait que cette fois-ci, dans le gaz réel, les molécules interagissent entre elles. Et donc, alors des interactions de nature attractive, d'accord ? Des interactions, et d'ailleurs ces interactions, on les qualifie également d'interactions de Van der Waals. Et donc, du coup, parce que les molécules subissent des interactions de par la part des molécules qui l'entourent, eh bien, ça modifie la pression, c'est-à-dire ça modifie l'intensité des chocs présents sur les parois. Et ça, c'est le deuxième terme modifié de l'équation des gaz parfaits, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre en compte une pression P ici, on diminue cette pression parce que les molécules qui viennent heurter la paroi interagissent avec leur environnement. D'où la présence de ce terme un peu plus compliqué, en moins A, N carré sur V carré, petit a, traduisant l'existence de forces intermoléculaires à l'intérieur de l'enceinte. Et donc cette équation-là, c'est donc l'équation de Van der Waals, une équation absolument fondamentale. Parce que, encore une fois, on ne peut pas toujours travailler avec des gaz parfaits. Et surtout parce que quoi? Et c'est évidemment ce qu'on verra par la suite. Si vous tracez ici la pression en fonction de volume. Pour le gaz parfait, PV égale nRT, ça je vous l'ai dit précédemment, vous obtenez une branche d'hyperbole. Vous obtenez une branche d'hyperbole. Plus la température augmente, plus votre branche d'hyperbole se décale ici vers le haut. L'équation des gaz parfaits, dans un diagramme pression-volume, c'est une équation du 3e degré. Et du coup, c'est ce qui est tracé ici en rouge. Vous voyez, en rouge, hop, vous avez un minimum et un maximum. Équation du 3e degré. Et c'est parce que justement, on a une équation du 3e degré que l'on va pouvoir décrire des transitions de phase entre une phase liquide et une phase gazeuse. Si vous êtes dans le gaz parfait, donc en gros, l'idée, c'est la suivante. Prenons un système quelconque. Si vous êtes à très haute température ici, T supérieur à TC, d'accord ? À très haute température, votre gaz, étant à haute température, peut être considéré comme très dilué. Étant très dilué, eh bien, il peut être décrit par l'équation des gaz parfaits. Mais quand vous abaissez la température, eh bien, ce gaz ne se comporte plus comme un gaz parfait. Parce étant moins dilué, vous avez ces forces d'interaction qui interviennent. Et c'est parce qu'il y a les interactions ce sont ces interactions qui vont permettre la condensation des molécules pour former votre phase liquide. Donc, en diminuant la température, vous arrivez à un gaz qui suit un comportement de type Van der Waals,
Et ensuite, bah, vous pouvez, à plus basse température, on va pouvoir décrire une transition de phase de la phase gazeuse vers la phase liquide. Alors, je ne vous parle pas dans un gaz, les molécules ne sont pas chargées. Ça, c'est ce qu'on appelle un électrolyte. Ici, mon gaz, les molécules sont neutres. Mais il y a des interactions de type dipolaire. Donc voilà, finalement, voilà la différence fondamentale entre un gaz parfait et un gaz réel. Donc, la théorie cinétique des gaz, telle qu'on l'a vue, et toutes les relations qu'on a vues précédemment s'appliquent au gaz parfait, d'accord? Donc, la première loi de Joule, notamment, dit que l'énergie interne, U, ne dépend que de la température pour un gaz parfait. Ça n'est plus le cas si le gaz est réel, c'est-à-dire si je suis à plus basse température. Donc là, il va falloir, vous verrez en TD comment on peut calculer ce genre d'équation d'état. Donc, j'ai terminé là sur cette toute première partie relativement longue de la théorie cinétique des gaz, mais qui m'a permis d'introduire un certain nombre de grandeurs thermodynamiques fondamentales, et en particulier la plus importante de toutes, qui est la notion d'énergie interne. Les capacités thermiques qu'on va forcément calculer et utiliser dans nos équations par la suite. Et puis, cette équation d'état, deux équations d'état fondamentales. Alors, il faut savoir que l'équation d'état de Van der Waals, c'est une équation empirique. Bon, elle a été bâtie à partir de considérations expérimentales. En réalité, ce que vous avez dans la littérature, par exemple, c'est qu'on vous donne, dans les tableaux, on a des tables internationales avec les différents types de composés qui donnent les valeurs de petit a et de petit b. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce genre d'expérience. On prend un gaz, on fait varier la pression et on regarde comment le volume varie. Et en fonction de la forme de la courbe, eh bien, on peut déterminer les coefficients petit a et petit b. Il va de soi que ces coefficients petit a et petit b dépendent du gaz qui est contenu dans l'enceinte. Ce ne sont pas des grandeurs universelles, hein. Ça dépend de la nature du gaz. On n'aura pas la même chose pour A et B si on a de l'hydrogène, si on a de l'oxygène ou autre chose. Mais il existe d'autres équations d'état, hein, parce que finalement, encore une fois, comme c'est une relation empirique, elle décrit assez fidèlement la courbe que j'ai représentée dans le transparent ici. Mais dans la réalité, c'est jamais parfait. Donc souvent, on trouve d'autres équations d'état, peut-être parfois plus proches de certaines situations. Voilà. Mais les deux principales équations d'état que nous, on va utiliser sont l'équation des gaz parfaits et l'équation de Van der Waals. Donc là, je vais quitter ce transparent et je vais passer au chapitre suivant pour les 20 minutes qui me restent. Donc là, je ferme, hop. Ouais, et là, je partage l'écran suivant, correspondant au chapitre suivant, en espérant que ça fonctionne bien. Et donc, le chapitre, alors là, c'est le chapitre 3. Le chapitre 1, c'était l'introduction, mais bon, elle a été très. En fait, c'était l'introduction historique, comme je le faisais l'année dernière, mais ça, je l'ai chanté ici. Je vous ai juste mis un peu d'histoire malgré tout, mais bon, au moment adéquat. La partie grand 2, c'était théorie cinétique des gaz. Maintenant, on va s'intéresser aux deux grandeurs thermodynamiques finalement qui vont être l'objet de toute notre attention. C'est la notion de travail mécanique et de chaleur. Donc, chapitre 3, travail et chaleur. Avant de définir travail-chaleur, on va commencer par passer en revue un certain nombre de définitions absolument fondamentales. Donc, comme je vous le disais, il y a beaucoup de concepts en fait, à appréhender au thermodynamique, et là, je vais passer en revue un certain nombre de ces concepts, de ces définitions. En réalité, lorsqu'on étudie la thermodynamique, la première chose qu'il convient de bien définir, c'est quel système je vais étudier. Voilà. En thermodynamique, vous avez, alors on qualifie d'univers la réunion du système que vous étudiez et puis du milieu extérieur, du reste.
Bon, ça paraît pas très compliqué, mais c'est un terme consacré en thermodynamique, la notion d'univers. Donc, vous avez le milieu extérieur, plus le système thermodynamique que vous allez étudier. La réunion des deux, bah, c'est tout, c'est l'univers. Et ce qui est important là-dedans, c'est effectivement de bien définir ce qu'est votre système thermodynamique. Et là, on va distinguer différents types de systèmes. On va en distinguer trois. Dans les trois, il y en a un qui ne va être pas intéressant du tout parce qu'il ne va rien se passer. Le premier de ces systèmes, en thermodynamique, on le calcule de système ouvert. Un système ouvert, en thermodynamique, est un système qui peut échanger avec le milieu extérieur ici, de la matière et de l'énergie. Matière, on sait ce que c'est, et cette énergie, elle peut avoir deux sources, deux origines. Cette énergie peut être de nature mécanique ou de nature thermique. Et de nature mécanique, c'est le travail, de nature thermique, c'est la chaleur. Donc, un système ouvert échange avec le milieu extérieur de la matière et de l'énergie. Elle peut en céder ou elle peut en recevoir, peu importe. Face à ce système ouvert, vous avez ce qu'on appelle le système fermé. Et pour un système fermé, eh bien, ce système n'échange avec l'extérieur que de l'énergie. Il n'y a pas de perte de matière. C'est typiquement un gaz contenu dans une bonbonne, une bonbonne fermée. Donc, le gaz ne s'échappe pas, et puis, dans cette bonbonne, vous pouvez augmenter la température, vous pouvez comprimer le gaz, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça, c'est un système fermé. En revanche, ici, si vous prenez une enceinte avec un gaz, avec un trou dedans, vous comprimez le gaz, bah forcément, ce qui va se passer, c'est que le gaz va s'échapper. Donc, on a perte de matière. Le système est ouvert. Non, adiabatique, c'est encore autre chose. Je vous donnerai, là, pour l'instant, je vous définis les trois types de systèmes. Adiabatique, ce n'est pas un système, c'est une transformation. D'accord ? Un système n'est pas adiabatique, c'est une transformation qui est adiabatique et elle va effectivement dépendre de la nature du système dans lequel le gaz est contenu. Donc, système fermé, échange d'énergie, qu'elle soit thermique ou mécanique avec le milieu extérieur. En revanche, il n'y a pas de perte de matière. Ce type de système, c'est ce qu'on va surtout étudier au tout début. Là, système ouvert, c'est notamment les systèmes lorsqu'on a des transitions de phase. Alors, il ne faut pas imaginer que perte de matière, c'est la matière qui s'en va. Par exemple, quand on a une transformation de phase, quand on a du gaz qui se transforme en liquide, eh bien, on a un système ouvert parce que les molécules de gaz se transforment en molécules de liquide. Autrement dit, la quantité de matière de gaz, effectivement, diminue au profit du liquide. Donc ça, c'est typiquement un système ouvert. Et ces systèmes-là sont ceux qui sont effectivement correspondent à la situation où on a des transformations de phase. Mais si j'étudie simplement des compressions, des dilatations, tout ce que vous voulez d'un gaz dans une enceinte fermée, là, le système est fermé. Et puis, troisième type de système, vous avez le système isolé. Et ce système isolé n'échange avec le milieu extérieur ni matière ni énergie. Autrement dit, dans ce système isolé, il ne peut pas y avoir de transformation. Il est à l'équilibre. Donc évidemment, ce système-là n'a strictement aucun intérêt d'un point de vue thermodynamique, puisque ce qui est intéressant en thermodynamique, c'est de voir comment les propriétés thermodynamiques d'un système changent à cause de ces échanges d'énergie ou de matière avec le milieu extérieur. Donc voilà, on retiendra bien trois types de milieux, trois types de systèmes, le système ouvert, le système fermé et le système isolé. Et en se souvenant bien de ce qui est échangé avec le milieu extérieur. Donc système ouvert, de la matière et de l'énergie sous les deux formes qui nous intéressent, mécanique et thermique. Et pour le système fermé, uniquement l'énergie mécanique et thermique qui est échangée avec le milieu extérieur. J'en viens maintenant, effectivement, et c'est là où on parlera d'adiabatique, c'est-à-dire que votre enceinte, donc là maintenant, je m'intéresse au système fermé. Encore une fois, je reparlerai des systèmes ouverts lorsque je ferai les transformations de phase. Donc à partir de maintenant, on s'intéresse au système fermé. Et donc, pour un système fermé, on a vu, ça échange avec de l'énergie avec le milieu extérieur. Mais
comme je vous l'indiquais, cette énergie peut avoir deux origines différentes. Elle peut être d'origine mécanique ou d'origine thermique. Et ça va dépendre de la paroi, hein, qui constitue les limites de mon système. Pour les échanges, alors on peut avoir les deux types d'échanges, hein. On peut avoir simultanément de l'échange mécanique et de l'échange thermique, mais en fonction de la nature de la paroi, on peut en avoir que de l'échange par énergie mécanique ou que de l'échange sous forme d'énergie thermique. Si votre système, donc fermé, n'échange que de l'énergie mécanique avec le milieu extérieur, à ce moment-là, c'est l'inverse ici, tout est transparent. Ouais, tiens, c'est marrant. Donc ici, les deux petits trucs, en fait, ils sont plutôt à intervertir parce que là, ça correspond. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc imaginons, donc ici, ce dessin-là, il devrait être ici. Un système qui n'échange que de l'énergie thermique avec le milieu extérieur. Ça veut dire qu'il n'échange pas d'énergie mécanique. Et dans ce cas-là, ce système, ses parois sont forcément rigides et indéformables. Il n'y a pas d'échange d'énergie mécanique avec le milieu extérieur. Oui, enfin, si ça marche aussi les deux dessins, parce qu'après, je regarde le cas inverse. Donc, lorsque les parois sont rigides, c'est le cas d'une bonbonne de verre, par exemple, hein, dans l'expérience de Clément Desormes, les parois étaient rigides. Donc, elles sont dites rigides ou indéformables. Encore une fois, en jaune, à chaque fois, je mets les termes consacrés en thermodynamique. Donc, lorsque les parois de votre système fermé sont rigides ou indéformables, il n'y a pas d'énergie mécanique avec le milieu extérieur. En revanche, si les parois sont soit mobiles, soit déformables, là, effectivement, vous pouvez avoir l'échange d'énergie mécanique avec le milieu extérieur. Les cas typiques, c'est par exemple, vous gonflez un ballon de baudruche. D'accord ? Donc, vous gonflez un ballon de baudruche, eh bien, effectivement, vous avez les parois qui sont mobiles, qui se déforment et qui échangent de l'énergie mécanique avec le milieu extérieur. Ou alors, c'est le cas aussi d'une bonbonne, ici, fermée par un piston qui est mobile. Donc, si vous, par exemple, chauffez votre gaz, le piston va se déplacer, d'accord, sous l'effet de la dilatation du gaz contenu dans l'enceinte. Et là, donc, vous avez effectivement une paroi mobile et déformable. Et dans ce cas-là, vous avez échange d'énergie mécanique avec le milieu extérieur. Ça, c'est pour l'énergie mécanique. Voyons maintenant pour l'énergie thermique. Donc, système fermé, il échange de l'énergie thermique avec le milieu extérieur. Si, en revanche, les parois sont qualifiées de diathermanes ou dithermes, la racine grecque di veut dire absence de. Et bien, dans ce cas-là, c'est quoi, diathermane ou ditherme? Oui. Si les parois sont diathermanes ou dithermes, vous pouvez avoir échange d'énergie thermique avec le milieu extérieur. Dans le cas contraire, c'est A qui est privatif. Dans le cas contraire, les parois sont qualifiées d'adiabatiques ou athermales. Et dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir d'échange d'énergie thermique avec le milieu extérieur. Autrement dit, dans un exercice de thermodynamique, la première chose qu'on vous dit, c'est la nature de l'enceinte dans laquelle votre système est contenu. Donc faites bien attention. Si on vous dit que les parois de votre système sont diathermanes, ça veut dire qu'il y a échange d'énergie thermique. En gros, si je chauffe, ça veut dire que si là, le milieu extérieur était à une certaine température T et que je veux, par exemple, comprimer mon gaz ici, en raison des échanges thermiques avec le milieu extérieur, le gaz va rester à la température qui est celle du milieu extérieur. Il n'est pas isolé thermiquement du milieu extérieur. Donc, en fait, la température du système va toujours être égale à la température du milieu extérieur, grâce à ces échanges d'énergie thermique. Donc, dans ce cas-là, les parois sont diathermales. En revanche, si les parois sont adiabatiques ou athermales, il n'y aura pas d'échange d'énergie thermique avec le milieu extérieur. Si la... ils sont ni au bon endroit ni au mauvais endroit, en fait. Parce que là, j'ai... En fait, ici, non, ils sont au bon endroit. Ils sont au bon endroit. Là, je parle d'énergie thermique. Là, je parle d'énergie mécanique. D'accord ? Donc, ce schéma-là correspond aux échanges d'énergie mécanique. Cryostat, qui permet de conserver à la température. Je vous rappelle, hein, l'azote liquide, c'est 77 Kelvin.
Donc, vous avez intérêt à ce que ça soit bien isolé du milieu extérieur, sinon votre azote liquide il va très rapidement se transformer en azote gazeux. Donc voilà, vous voyez, là je suis en train de passer en revue toutes ces petites définitions un peu vicelardes qu'il faut bien avoir en tête, parce que lorsqu'on va on aborde un problème de thermodynamique, il faut bien savoir dans quelle situation on se place. Est-ce que le système est ouvert ou fermé? Comment sont les parois de mon système? C'est ce qui est indiqué ici. Ça, c'est voilà, la deuxième question. Première question, c'est comment est mon système, ouvert ou fermé? Deuxième question, comment sont les parois de ce système? Est-ce que les parois sont diathermanes, adiabatiques, rigides, déformables ou indéformables, etc. Et une fois qu'on a bien fixé ça, là, effectivement, ça va nous permettre de faire les calculs. Hein, et on verra ça par la suite. Je poursuis avec mes définitions, toutes ces définitions de la thermodynamique. Et maintenant, je vais définir ce qu'on appelle des variables d'état. Donc là, je ne m'intéresse plus au système, je m'intéresse à ce qu'il y a dedans, et notamment aux grandeurs thermodynamiques associées au comportement de mon corps, de mon gaz. Ces variables d'état, on les a déjà vues. Hein. Pression, température, volume sont des variables d'état. C'est-à-dire, ce sont des variables qui permettent de décrire l'état thermodynamique de mon système. Mais comme je vous l'avais montré dans mon introduction, la thermodynamique s'applique à toutes les branches, pas seulement de la physique, mais aussi de la biologie, de la chimie, enfin de tout ce que vous voulez. Par conséquent, on peut très bien avoir des variables thermodynamiques qui ne sont pas pression, volume et température, mais par exemple, si j'étudie le changement d'état d'un matériau aimanté en fonction de la température, parmi les variables d'état, j'aurai certes encore la température, mais cette fois-ci, j'aurai l'aimantation et le champ magnétique. Oui, ce sont des variables d'état. Mais ça va dépendre du type d'étude qu'on va réaliser. En ce qui nous concerne, nous, nos variables d'état seront toujours pression, volume et température. Donc, à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire lorsque la limite thermodynamique est atteinte, hein, c'est là où la thermodynamique s'applique, la thermodynamique classique, et le comportement thermodynamique d'un système peut être décrit et prédit à l'aide de quelques variables caractéristiques qu'on appelle les variables d'état. Ces variables d'état, il faut bien faire attention, sont de deux natures. Donc là, encore une fois, nouvelle définition. On a en thermodynamique ce qu'on appelle les grandeurs intensives. Et parallèlement, on a les grandeurs extensives. Alors, exemple de grandeur intensive en thermodynamique, le champ électrique, le champ magnétique, la température, la pression, et en fonction de ce qu'on étudie, d'autres possibles, sont des grandeurs dites intensives. Comme grandeur extensive, qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors ça, ce sont des notions qui ne sont pas forcément liées à la thermodynamique. Hein. C'est vraiment une notion générale en physique, hein, grandeur intensive, grandeur extensive, mais elles trouvent toute leur application essentiellement thermodynamique. Comme grandeur extensive, qu'est-ce qu'on peut avoir? La charge électrique, le nombre de particules, le nombre de moles, le volume, l'énergie interne, la quantité de mouvement, l'énergie cinétique, la masse, le mouvement cinétique, etc. Ça, ce sont des grandeurs que l'on qualifie d'extensives. En fait, une grandeur intensive est une grandeur qui ne change pas si je change la taille de mon système. Prenez par exemple, et c'est ce qui est représenté ici, prenons deux systèmes thermodynamiques qui sont totalement identiques et dans le même état. C'est-à-dire qu'ils sont définis par la même énergie interne, ils ont le même volume, ils comportent le même nombre de molécules et donc le même nombre de moles, ils sont à la même température, à la même pression. Si vous réunissez ces deux sous-systèmes en un seul système, eh bien, certaines de ces grandeurs ne changeront pas. Il n'y a pas de raison que si prenez un verre d'eau à 1 degré et un autre verre d'eau à 20 degrés, vous les mélangez, à la fin, vous obtiendrez encore 20 degrés. En revanche, le volume, il aura doublé. Et c'est ça la différence entre grandeur intensive et extensive. Une grandeur intensive, sa valeur ne va pas changer au cours de cette opération. Alors que la grandeur extensive, elle, sa valeur va changer. Donc ici, si vous reliez ces deux systèmes, qu'est-ce qui ne change pas? La température ne changera pas, la pression ne changera pas, le volume molaire ne va pas changer. En revanche, ce qui va changer, c'est l'énergie interne. On l'a vu avec la théorie cinétique des gaz, l'énergie interne U est proportionnelle au nombre de molécules qu'il y a dans le gaz. Si vous doublez le nombre de molécules, vous doublez l'énergie interne. C'est ce
qui est ici. Donc, si vous mettez ça avec ça, vous doublez le nombre de moles, vous doublez le nombre de molécules. Et donc, vous doublez l'énergie interne. Mais vous doublez aussi le volume, ça se voit. Donc, voilà, c'est ça la différence entre grandeur intensive et grandeur extensive. Et il faut bien faire la distinction entre les deux. Il y a des règles simples qui me disent, par exemple, que le produit de deux grandeurs extensives donne une grandeur intensive. Oui, comme moi fois moi qui fait plus. Par exemple, ici, le volume molaire, vous avez multiplié une grandeur intensive, le volume, par une grandeur intensive, l'inverse du nombre de moles, et le résultat vous donne une grandeur extensive. Donc, le produit de deux grandeurs intensives vous donne une grandeur de deux grandeurs extensives vous donne une grandeur intensive, et le produit d'une grandeur intensive par une grandeur extensive vous donne une grandeur extensive. Ah oui, ça, avec l'habitude, j'ai l'habitude de ce genre de manipulation, mais bon. Voilà. Retenez surtout cette différence fondamentale entre ces deux types de grandeur thermodynamique, intensive ou extensive. Parmi, regarde quelle heure il est, il nous reste, bah écoutez, ouais, je pense que c'est bien de s'arrêter là, en fait. Donc voilà pour aujourd'hui. On se revoit. Alors là, on a eu 3 séances d'affilée, ce qui